prends 2 minutes pour vous présenter l'organisation qui vous accueille ce soir. Et ensuite, on passera au vif du sujet. Qui vient pour la première fois à une rencontre organisée par AXDA Lyon? Ok, donc ça vaut le coup que je fasse un petit récap de qui on est. Donc, on va parler Anthropocène, design des externalités et low-tech. C'est l'association AXDA Lyon qui vous accueille ce soir. Donc l'association AXDA Lyon, c'est une association lyonnaise qui est reliée à une association internationale qui s'appelle AXDA. AXDA pour Interaction Design Association. C'est une association mondiale qui fédère les acteurs, professionnels ou non, qui travaillent autour du design d'interaction. Et par extension, du design dans le monde du numérique, on va dire. Pas forcément que les gens qui font précisément le métier de design en interaction. On a plusieurs missions. On a comme première mission principale de fédérer les acteurs de la profession dans notre région, que ce soit les professionnels, que ce soit les étudiants qui sont en recherche de contact avec le monde pro, que ce soit les gens qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent rentrer en contact avec ce monde-là, que ce soit les entreprises qui sont à la recherche de prestataires ou de partenaires pour travailler dans ce domaine-là. Voilà, le premier objectif, c'est de fédérer ces gens-là. Pour les fédérer, on organise des conférences, on organise des after-work, on organise des workshops, on fait pas mal d'activités différentes qui permettent aux gens de se croiser, de se rencontrer, de se re-rencontrer et de travailler ensemble, pourquoi pas. On fait aussi du mentorat auprès des jeunes publics. Et la troisième activité qui pour l'instant est un peu minoritaire mais qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est une activité de rencontre entre ce monde-là des designers d'interaction et des designers du monde numérique et les entreprises qui peut-être aujourd'hui ne sont pas du tout conscientes qu'elles demain elles pourraient travailler avec des gens comme nous et c'est leur montrer que potentiellement il y a des points de contact entre les deux et que ça pourrait leur apporter des choses de travailler avec nous. Voilà. Donc ça, c'est qui on est. L'association mondiale, donc AXDA, pas Lyon, mais globale, aujourd'hui, c'est 200 villes dans le monde. Et c'est environ 200 villes, parce qu'il y a de nouvelles villes tous les mois. Et c'est environ 100 000 personnes dans le monde qui, de près ou de loin, sont en contact avec les antennes locales. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nous, on est l'antenne de Lyon, mais que dans 200 villes dans le monde, il y a des groupes locaux à peu près équivalents qui organisent des événements locaux avec les communautés locales et qui font des conférences, des ateliers, etc. Donc ça fait une grosse communauté de designers qui peut arriver à faire des choses ensemble. Vous nous retrouvez sur les différents réseaux sociaux et sur notre site internet. C'est les meilleurs canaux de communication pour pouvoir nous suivre et pour pouvoir venir à nos événements. Avant, ce qu'on faisait, c'est que les gens qui venaient à nos événements, on les mettait dans notre newsletter automatiquement pour qu'ils puissent recevoir des informations. Depuis, il y a la RGPD qui est apparue. Et si on veut nous-mêmes, par rapport à notre métier, être à peu près éthique sur ce point de vue-là, on ne le fait plus. Donc maintenant, c'est à vous, s'il vous plaît, si vous voulez nous suivre et si vous voulez revenir à nos événements, si ça vous intéresse. C'est à vous de nous suivre et de pouvoir être au courant de ce qu'on fait. Donc sur Facebook ou sur Twitter, bonsoir, ou sur notre site internet. Et sur notre site internet, je crois que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Si ce n'est pas le cas, ça remarche. Ça remarche. Voilà. Un dernier slide avant de passer la main. Si vous voulez nous aider ou nous soutenir, nous sommes une association, loi 1901, un but non lucratif. Tous les membres de l'association sont bénévoles. Si vous voulez nous aider parce que vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez nous donner un coup de main, en nous aidant à organiser des événements, en ouvrant les portes de vos agences pour qu'on ait un lieu pour faire une soirée, en ouvrant votre réseau, en faisant je ne sais pas quoi, ou en voulant vous intégrer plus dans le groupe et nous aider à organiser des événements de manière un peu plus globale, c'est avec grand plaisir. On est toujours à la recherche de personnes pour nous aider. Ou si vous voulez nous soutenir de manière moins humaine, mais plus logistique ou financière ou autre, quel que soit votre niveau, vous êtes évidemment les bienvenus, que vous soyez une entreprise ou que vous soyez un particulier, que vous ayez envie de nous soutenir sur l'année en tant qu'agence sponsor, que vous ayez envie de nous donner 5 € pour nous aider à payer les bières que vous allez boire après, c'est avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Si vous voulez tweeter ce soir,
Le hashtag, c'est AXDA Lyon 65 parce que c'est notre 65e rencontre depuis que l'association existe, depuis 2008. Et ce soir, ce sera mon dernier mot. On va avoir une soirée qui va être un petit peu longue. Alors, je vous invite à vous accrocher un petit peu parce que ça va être long et on a 4 intervenants différents, mais ça va être très intéressant. Marie-Cécile Paccard va nous présenter le collectif Common Futures, nous montrer voilà, quelle est leur dynamique, quelles sont leurs intentions de manière globale. Ensuite, Thomas Di Lucio va nous parler du design des externalités, de manière, donc, on va dire que c'est le centre, la guest star de la soirée, le centre de la conférence. Et ensuite, on accueillera Emmanuel Laurent qui nous parlera low-tech. Et pour finir, on accueillera Lionel Perrier qui va nous parler théâtre. Et je fais un peu de teasing là-dessus. Ce sera à voir. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. Je vous souhaite une bonne soirée et on pourra discuter après si vous le souhaitez. Et oui, et puis après, vous pouvez rester. On a quelques bières à se partager et ce sera l'occasion de parler de ce qui s'est passé, de la soirée, d'échanger, de faire connaissance, etc. Je passe la parole à Marie-Cécile. Passation de pouvoir. Merci. Voilà. C'était une poche assez grande. J'ai une poche. Je vais pas faire passer sous mon pull. Hein. Vous n'en voulez pas? On va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. C'est bon, voilà. Oui. Super. On va dire que ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de l'Anthropocène. Je suis Marie-Cécile. Je suis designer UX, enfin designer systémique même, on peut dire, depuis quelques années. Et Common Futures, je commence à sec. Hein, là, on est vraiment... je vous attrape au tout début du truc. La soirée s'appelle Anthropocène, low-tech et design des externalités. Common Futures, c'est un petit peu la traduction de tout ça. C'est de dire qu'est-ce qu'on fait, nous, designers, par rapport à des constats que sont l'Anthropocène, donc le changement de la Terre, impulsé par les êtres humains, les changements géologiques que nous sommes capables de produire sur notre belle planète. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans les notions d'externalité? Quel est notre rôle en tant que designer quand on crée quelque chose et que ce quelque chose crée des choses autour qui ne sont pas forcément voulues? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? En tout cas, quel est notre rôle et comment peut-on le prendre à cœur? Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit? Nous pratiquons un design qui participe à l'accélération des cycles de production et de consommation. C'était le constat qui m'habite et qui habite pas mal de confrères et de consorts depuis quelques mois, voire années, en se disant le design, au sens large, et toutes ses ramifications, répondent à une commande qui est globalement, pour pas dire de gros mots, capitaliste, hein, généralement, sans vraiment remettre en question pourquoi cette commande, que fait cette commande et qu'est-ce qu'elle produit comme chose pas très cool. Parfois, même souvent, je trouve que nous avons tendance à perdre l'ancrage à la dimension systémique et politique qu'est le design. Notre ami Mike Montero dit « Design is political ». Oui, plus que ça, tout est politique en fait. Le monde est politique. Les décisions que nous prenons, nous, en tant que designers, sont politiques parce qu'elles ont une influence sur la vie quotidienne des gens et sur leur capacité à vivre, évoluer dans le monde. Et nous, designers, sommes les garants, normalement, de l'habitabilité du monde. On l'oublie parfois. Et on a contribué, à travers des décennies de design, à façonner le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Nous sommes dans l'Anthropocène, donc cette période géologique où l'homme est une force qui modifie la Terre. C'est très visible, hein, voilà. L'Anthropocène, c'est ça. L'Anthropocène, c'est des aliments emballés, transformés. Nous avons donné notre confiance à l'industrie agroalimentaire pour déléguer cette tâche qui est la préparation de nos repas. C'est la lumière partout, c'est la publicité, c'est les villes qui ne s'éteignent plus, c'est les routes, c'est le gasoil, les voitures, les longues distances, c'est le progrès technologique. Et puis c'est aussi l'entassement des vélos en free floating. C'est une photo qui vient d'une ville en Chine. Voilà. Ça, c'est typiquement un exemple assez parlant, je trouve, des externalités que nous pouvons produire en tant que designer.
Donc ce constat, il est palpable, et c'est un petit peu ça qui nous a tous et toutes fait dire qu'on pouvait faire quelque chose. Donc Common Futures, Common parce que ces futurs possibles qui peuvent nous arriver, on va les partager ensemble, donc en commun, et puis aussi pour rappeler aux communs, les communs, donc les choses qui n'appartiennent à personne mais à tout le monde en même temps, les communs, Wikipédia est un commun, par exemple, et nous avons pour ambition de fédérer, alors c'est une grande ambition, je vous parle là comme ça, donc voilà, Thomas et moi, Common Futures, bonjour, on est deux, c'est encore un petit peu du bricolage, mais on ne dirait pas comme ça, n'est-ce pas? Donc on a pour ambition de fédérer des designers, des chercheuses et des chercheurs, des actrices et des acteurs, des collectivités et des personnes qui conçoivent des systèmes et des artefacts libres. On voudrait faire collaborer tout ce petit monde pour qu'on puisse réfléchir aux enjeux du design de demain. Demain, le monde sera encore différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et demain, le design devra être lui aussi différent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réfléchir? Comment peut-on, ne serait-ce qu'en parler, ne serait-ce qu'avoir tous une discussion, voilà, autour de ces enjeux-là? Qu'est-ce qu'on fait? Attention, plein de gros mots. L'anthropocène. Donc ça, c'est quelques pistes que je vous propose. Mon intervention est très courte. Vous pourrez retrouver plein de choses sur les internets. On vous en parlera en long, en large, en travers. Ce qu'on aimerait, c'est accepter et intégrer l'anthropocène dans nos pratiques, c'est-à-dire partir du principe que le monde est différent maintenant. On doit jouer avec de nouvelles règles, jouer avec de nouvelles ressources, avec de nouvelles quantités de ressources, avec de nouvelles façons de faire. On aimerait bien qu'on commence à refuser un petit peu le dogme de la croissance illimitée, parce qu'une croissance exponentielle dans un monde qui, lui, est physiquement fini, c'est-à-dire qu'on a un nombre de ressources et on ne peut pas aller au-delà, ça pose un problème. On aimerait commencer à prévoir et gérer les externalités et les cycles de vie. Comme dit Alan Cooper, tous les matins, un camion poubelle emporte mes ordures. Mais où? En fait, il ne les fait pas disparaître, il les emporte quelque part. Voilà. À nous de rendre ça visible à nouveau pour que les gens puissent avoir le pouvoir de décider. On aimerait aussi prouver et assumer le design comme un acte politique. Voilà. Dire que le design peut aider au mieux vivre à l'habitabilité du monde. Tout en tenant compte de tous les problèmes qu'on a en ce moment. Voilà. La dignité des êtres humains qui n'est pas forcément respectée partout, nos systèmes qui parfois contribuent à ne pas respecter la dignité des humains. Voilà, on voudrait contribuer à préserver l'habitabilité de la planète, c'est quand même le truc qui risquerait de nous poser problème très rapidement. Et nous aimerions nous soutenir entre pairs en créant des outils résilients, des outils qui soient disponibles, faciles d'accès, des outils qui comprennent des informations abordables pour tous et toutes. Ça fait un gros programme, donc il y a beaucoup de choses à faire. Common Futures, c'est tout d'abord un constat, comme je vous en parlais. C'est né d'un constat, c'est né du constat qu'on avait l'impression qu'il manquait peut-être quelque chose. Il manquait simplement peut-être juste une plateforme pour aborder le sujet, qu'est l'anthropocène. C'est un lien, on aimerait faire le lien entre les gens qui habitent un petit peu, en tout cas qui vivent un petit peu ce constat et qui ne savent pas trop quoi en faire, surtout par rapport à leur pratique. C'est une plateforme, voilà, on aimerait à terme avoir des outils d'accueil de commun, on aimerait pouvoir documenter des choses, des processus, des choses intéressantes. C'est un outil convivial, un outil qui ne nous possède pas, comme dirait Ivan Illich, un outil qu'on maîtrise et qui ne nous maîtrise pas en retour. Et puis surtout, c'est un commun. En fait, il n'y a pas de personne ne possède ce truc. Chacun peut s'en emparer. Donc, c'est le conseil qu'on voudrait vous donner ce soir. Si jamais la thématique qu'on aborde ce soir et que Thomas va aborder vous parle, si jamais vous avez envie de creuser un petit peu cette idée des communs de l'anthropocène et de comment nous, designers, on peut changer la façon dont on aborde les choses, vous pouvez nous contacter. Donc, ce qu'on fait, on fait beaucoup. Non, nous avons déjà fait 2 journées de rencontres. Donc, c'est déjà pas mal. Le collectif est très jeune. Nous sommes nés le 16 juillet dernier. Donc, ces journées de rencontres, elles ont lieu pour l'instant à Lyon, où designers et personnes pluridisciplinaires sont les bienvenus. On a de tout, vraiment plein de gens qui s'intéressent à plein de choses. L'essentiel étant qu'on discute, qu'on se rencontre et qu'on parle ensemble de ce constat et de ces choses qu'on veut faire. La prochaine journée aura lieu le 17 décembre à la mine. Je ne l'ai pas encore annoncé, nous ne l'avons pas encore annoncé, donc vous avez la primeur de l'information. Et voilà, nous sommes trouvables sur Internet. Soyez très magnanimes avec le site qui est une page HTML extrêmement low-tech, qui ne contient rien.
si ce n'est que nos coordonnées de contact. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Mastodon. Et vous êtes les bienvenus, tous et toutes, pour contribuer à cette discussion belle et très importante. Je vais passer la main à Thomas, la main et le micro. Voilà. Merci. Attends. Voilà. Tac. C'est bon. On va y arriver. Eh bien, ça va fonctionner. Eh bien, merci d'être là. Donc moi, je m'appelle Thomas Di Lucio, je suis designer. Je suis particulièrement content d'être là, parce qu'il se trouve que je suis le cofondateur d'XDA à Lyon, avec Gilles Desmarty, qui est du SAP Santé, qui va revenir tout à l'heure. Et je suis le cofondateur avec Marie-Cécile de Common Future. Et donc ce soir, il y a une sorte de soirée commune. Et donc c'est assez particulier. Je suis vraiment content que vous soyez là. Et je me définis comme quelqu'un de chanceux, particulièrement chanceux. Dans ma vie, il m'est arrivé 2-3 pépins de santé. Rassurez-vous, rien. Une sorte de petit effondrement, ce qu'on appelle. On est en train de parler d'effondrement. Non, mais un petit effondrement, rien. Et il se trouve que, au cours de ces trucs, la vie d'après recommence exactement comme la vie d'avant. Tout continuait. Jusqu'au jour où il y a eu un plus gros pépin de santé. Rassurez-vous, l'histoire, pas trop de tension, tout va bien, je suis là. La vie continue à un détail près. Je n'ai plus que 20% de l'énergie que j'avais avant. Je suis fatigué. Je vieillis aussi, j'ai un enfant qui ne dort pas, lui. Donc la question qui se pose, quand on vit un effondrement, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait après? Évidemment, on continue, et je fais le seul truc que je sais faire dans ma vie, je suis designer, je ne sais faire que ça. Et ça, c'est mon mantra. Je pense que le design peut changer le monde, inspirer en capacité. Donc quand on a vécu ça, on se dit, bah ok, il faut repartir. Ok, donc je vais essayer de voir comment changer le monde. Déjà, j'ai commencé par me changer moi, j'ai essayé de voir comment je peux me réinspirer. Et comment je peux me redonner des capacités. C'est ça que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Donc j'explore 2-3 notions. Au moment où je recommence à construire un truc, j'explore 2-3 notions. Et forcément, la première notion qui me vient, c'est la notion de résilience. Donc le petit Robert, on ne voit pas la mention, mais c'est la capacité à surmonter les choses traumatiques. Ok, on est là-dedans. Et pour vous dire vrai, à ce moment-là, je ne sais pas quoi en faire. Dans ma vie de designer, je bosse à l'époque, je bosse pour des élus, des collectivités locales, je fais des trucs plus ou moins intéressants. La résilience, ouais, mais je fais pas le lien. Et je reviens à mes fondamentaux, less is more, ce mantra de Mies van den Rohe, cet architecte, qui avait ce dogme qui était d'aller vers l'épure, le minimalisme. Dès l'époque, il a dû naître peut-être à la fin du 19e, mort dans les années 60, à une époque où clairement la question de ressources ne se posait pas. Il est né en Allemagne, il est mort aux États-Unis à fond, le rêve américain à toute blinde. Et pourtant, il avait cette idée de dire, si on n'a pas besoin d'un truc, on va pas le mettre. Et on va essayer de concevoir quelque chose de manière intelligente pour utiliser le moins de ressources. Le moins de ressources dans la conception, le moins de ressources pour la maison, le bâtiment qu'on va créer. Ok, c'est une notion là qui m'interpelle. J'étais déjà dans mes créations dans des épures. Et je vais essayer d'intégrer ça personnellement aussi. J'ai expurgé un certain nombre d'outils et de méthodes que j'accumulais. Je ne sais pas si ça a des choses qui vous parlent. Et je les accumulais surtout parce que je les maîtrisais mal. Et donc en accumulant des méthodes que je maîtrise mal, j'arrive à faire à peu près des outils. Donc là je me dis, ok, moins de patates, je vais maîtriser peu de choses, très bien, et ça va me suffire. Et ça m'a suffi. L'autre notion qui arrive, c'est la notion d'efficience. Donc l'efficacité, la capacité de rendement. En gros, c'est le ratio entre l'énergie qu'on met à faire un truc et le résultat. Et là encore, il se trouve que mes clients étaient peut-être pas les bons, mais mes projets s'éternisaient, quoi. Entre le moment où on commence un truc et le moment où on a le chèque,
où il s'est passé un temps infini. Parce que plein d'allers-retours, parce que les choses se passent pas du tout comme prévu. Il y a des personnes qui arrivent dans la boucle, ni vu ni connu. Je pense que je suis pas le seul à vivre ça. Hein. Et les petits points. J'ai fait une petite représentation pseudographique là. Le point rouge, c'était moi. Et je fais des petits projets avec peu de personnes. Donc il y a peu de personnes qui arrivent comme ça autour, et puis on arrive à bosser ensemble. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des mecs qui arrivent, des personnes, paf, ou des autres structures qui arrivent, et on ne sait pas pourquoi. Alors mon premier réflexe, en tout cas, c'était de me dire, ces personnes qui arrivent, qui se grèvent dans le projet, elles sont vraiment pénibles en fait. Machin de la compta, truc du marketing, telle autre personne de cette agence, c'est vraiment relou quoi, et ça nous empêche d'avancer. Et en fait, c'était peut-être pas tout à fait ça. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que les personnes avec qui je devais travailler sur un projet, en fait, n'étaient pas seules, elles n'existaient pas dans l'air, elles étaient à l'intérieur d'un système. Et est-ce que ça marche? Non. Ah, génial. Il se trouve que le contraste n'est pas bon et on ne voit pas mes petits points. Oh. Et que derrière tout ça, en fait, il y a une nuée de petits points. Voilà. Et le petit point, c'est le système, une grille de petits points. Voilà, bien aligné, mais tout ça, c'est que ça forme un système. Ce que je voulais, en fait, c'est surtout la notion que je voulais aborder, c'est que je me rendais pas compte que ces personnes, en fait, elles agissaient à l'intérieur d'un système, et que moi, naïvement, je pensais travailler avec un petit groupe de personnes et faire mon petit projet comme ça, et je me concentrais sur les besoins primaires du projet, sur mon expertise, sur les attentes des clients et essayer de correspondre. Et en fait, non, c'était peut-être pas tout à fait ça, parce que je ne prenais pas en compte le système, mon regard ne portait pas suffisamment loin. Et je me rendais pas compte que mon travail et le résultat de mon travail, enfin la manière de travailler et le résultat, en fait, impactaient le système. Et ça amène, en fait, à la notion d'externalité. Donc, de nouveau, le petit Robert, donc un terme économique, incidence extérieure que produit une entreprise sur son milieu environnant, effets économiques ou sociaux positifs ou négatifs qu'elle génère. C'est ça une externalité. C'est l'impact positif ou négatif qu'on a sur les choses. Et donc, je me suis mis à réfléchir à cette question et voir comment je pouvais amender ma manière de travailler. Et j'arrive à ce que je vais vous présenter, qui, de manière un peu pompeuse, le design des externalités. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment une méthode, en tout cas, c'est une position, un point de vue sur les choses. C'est un design des externalités est un design responsable. C'est même un design de la responsabilité. Le fait d'avoir le regard porté en permanence sur les conséquences de nos actes, ou les conséquences des miens et des gens avec qui je travaille et du produit que je suis en train de concevoir, m'emmène à avoir une position responsable. Et le premier chef, pour être très honnête avec vous, c'est une position très égoïste en me disant, moi je cherche l'efficience. À la fin, je suis crevé, j'ai envie d'être payé à un moment donné. Donc si j'essaye d'optimiser les effets négatifs de mon travail et de ma création, finalement les choses se passent mieux. Et on va continuer. C'est un design résilient. C'est une autre manière de voir la question de la responsabilité. La résilience, c'est on s'interroge sur sur l'effet, s'il y avait une externalité, comment se passeraient les choses s'il n'y avait pas eu cette externalité, comment on va pouvoir continuer de vivre si quelque chose se passe ou si quelque chose ne se passe pas. Comment mon projet va se passer si un des acteurs disparaît? Si un des acteurs n'est pas là, ou met trop de temps à répondre, ou est substitué par un autre, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer pour moi, égoïstement, une fois que je génère que j'ai créé un produit, qu'est-ce qui va se passer pour ces usagers si un des éléments dont ce produit a besoin disparaît? Imaginons, on fait un site web, il y a un service de géolocalisation, le service de géolocalisation tombe, il se passe quoi?
Comment mon projet va tenir? Est-ce que tu auras une page blanche? Est-ce que tu auras des insultes? Est-ce que tu auras des messages d'erreur? Évidemment, pas traduits parce qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on s'est évidemment pas envisagé, qu'on n'a pas l'externalité, que ça pouvait exister. C'est super important en fait. Et c'est un design efficient. Une nouvelle fois, c'est la même chose en fait. On cherche à savoir comment on va pouvoir mettre le moins de ressources pour avoir le maximum d'effets positifs. Et c'est un design systémique. Je me remets le petit point, mais évidemment, là, vous ne voyez plus rien. C'est un design qui existe réellement si on intègre totalement le système dans lequel les choses vont se passer. C'est une méthode ou un point de vue sur les choses qui nous amène à porter notre regard beaucoup plus loin. Et c'est un design exploratoire. Une fois qu'on a un peu tout ça en tête, et quand maintenant j'attaque des nouvelles choses que je dois faire, je suis un peu comme quand on commence un jeu vidéo ou un jeu. Vous avez une quête à faire, vous avez 2-3 éléments, et vous êtes balancé dans un monde que vous ne connaissez pas. Et en fait, c'est un peu ça. Alors, évidemment, vous ne voyez pas mes petits points, mais vous êtes dans un système et vous n'avez aucune idée au moment où vous commencez quel est le schéma, quel type d'acteur vous allez rencontrer, quel voyage vous allez faire à l'intérieur du système pour arriver à le but de votre mission, donc qui est créer le projet, le produit que vous êtes en train de faire, le service, peu importe. Et vous ne savez pas non plus comment le faire le meilleur, le plus efficace, sans créer d'externalités négatives. Il y a quelque chose d'assez ludique. Et c'est un design symbiotique. La manière la plus efficiente de travailler, si je reprends mes petits points, dans un système, et vous ne le voyez pas, et si on atomise ça, en représentant chaque point de couleur comme des compétences, moi, designer, je porte certaines compétences. Certains des intervenants apportent certaines compétences. À force de travailler ensemble, en fait, on va échanger nos compétences. Clairement, je ne vais pas devenir quelqu'un du marketing. Il se trouve que je suis devenu développeur en passage. Je ne vais pas devenir un élu. Je travaille avec des élus à un moment. Par contre, au fur et à mesure, j'ai adopté leur code, leur langage. Je comprenais leurs problématiques. Et donc, je savais anticiper les choses qu'ils avaient en tête ou qu'ils ne disaient pas. Et je savais aligner la communication et l'information pour que nos échanges soient extrêmement efficaces. C'est une manière de travailler la plus efficace possible, vu qu'on n'a plus besoin vraiment de travailler ensemble, parce qu'on sait déjà à peu près ce que les gens ont en tête. Et ma posture maintenant, c'est ne pas d'attendre, elle n'est plus d'attendre que j'absorbe les compétences des autres, mais je vais essayer d'être dans la transmission de mes éléments de langage, de savoir, et essayer d'absorber aussi rapidement possible la culture des autres. Je vois la différence des autres comme une richesse, et ça me permet de travailler de manière très efficace. Et ça a fait en sorte que j'ai changé ma définition du design. Peut-être comme beaucoup, moi au début j'étais designer d'interaction, designer d'interface d'abord, puis d'interaction, au fur et à mesure que les disciplines s'étoffaient, puis UX designer, comme tout le monde. Sur ma carte, c'est encore ça, parce que c'est ce que les gens comprennent le mieux. Mais en fait, moi, je suis designer. Point. Mon métier, c'est d'appréhender la complexité et d'en déduire une destination et un chemin. J'essaye de digérer toute la complexité du système et des choses que je dois faire, et je projette un résultat, et puis je vois quel est le mode opératoire pour qu'on arrive à le concrétiser sans créer d'effet de bord. C'est ça mon boulot maintenant. Donc voilà, en résumé, ce que j'avais envie de vous dire. Cette design des externalités, comme je vous disais, c'est pas forcément une méthode. Je pense que c'est plus une expérience de pensée. J'essaye de voir, non pas de voir le monde qui m'entoure depuis ma position, mais essayer de faire le tour du système dans lequel je suis et de regarder ma position et de voir tous les points de vue différents, comment je peux trouver un chemin commun. Et on pourrait s'arrêter là, ça pourrait être déjà pas mal, mais on est dans une soirée qui est un peu particulière, vu qu'on parle d'anthropocène, d'effondrement. Et l'effort qu'on a essayé de faire, j'ai essayé de faire, de prendre du recul pour voir les choses, repousser ma ligne d'horizon de ce que je ne savais pas du système ou ce que je ne savais pas tout court. On peut peut-être essayer de le pousser encore un peu plus loin, si ça vous va.
Et au lieu de se dire qu'on va travailler pour faire un produit avec un client et donc un système, un horizon qui est au plus loin dans une industrie, on peut peut-être se dire qu'on peut travailler à un horizon un peu plus lointain. Qu'est-ce qui se passe si on travaillait à l'échelle d'une ville, d'une cité, d'une société, d'un pays, d'une civilisation, d'une humanité? Qu'est-ce qui se passerait si on repoussait notre regard? Et pour ça, je vais piquer une slide de Tatania Toutikian, qui dans une conférence à Bangalore il y a quelques semaines a présenté ça. Je sors complètement de son contexte, parce que je n'étais pas malheureusement à Bangalore. Qu'est-ce qui se passerait si on envisageait, si on intervenait sur un horizon aussi lointain? Et ben en fait, la position qu'on aurait changerait. On n'aurait pas une position affirmative. En tant que designer, on a une sorte de position d'autorité. Quand on maîtrise notre truc, on donne des éléments de vérité. On aurait peut-être un regard plus critique. Il serait plus dans la question. Notre mission, ça ne serait pas de résoudre des problèmes, mais quand on envisage des choses à un environ si loin, avec un peu d'humilité, on va essayer de déjà tenter de définir des problématiques. Toujours la même chose, on va, je pense, pas se dire qu'on va essayer de fournir seul des réponses, certainement très arrogant, mais déjà si on arrive à poser la bonne question, on va peut-être faire en sorte que collectivement on va pouvoir commencer à trouver des éléments de réponse. On va plus se mettre au service d'une industrie, comme on le fait toutes et tous au quotidien, mais au service de la société, du bien commun. C'est important cette notion de commun. Quand on se fait la main à la fin de chaque saison d'XDA à Lyon, on fait un workshop, on prend une thématique et on bosse ensemble, puis comme ça permet d'affiner nos techniques. Et au lieu de bosser sur des fonctions fictionnelles, ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passerait si il fallait faire une application sur un truc? Et en fait, non, on va bosser sur des fictions fonctionnelles, c'est-à-dire des scénarios. Qu'est-ce qui se passerait si, à Lyon, les accès à l'eau étaient coupés? Comment la ville tiendrait? Combien de temps elle tiendrait? Qu'est-ce qui se passerait si on avait 2 heures d'électricité par semaine? Il y a des endroits dans le monde dans lesquels c'est le cas. Hein. Qu'est-ce qui se passerait? Je pense que nos méthodes permettraient d'avoir des éléments de réponse. On va arrêter d'essayer de changer la planète pour qu'elle nous convienne, mais on va essayer de se changer nous pour convenir à la planète. On va changer le paradigme. On bosserait plus sur des applications, mais sur les implications de ce qu'on fait. On va ne plus se concentrer sur des consommatrices et des consommateurs, mais on va s'intéresser aux citoyennes et citoyens. Et on va plus se concentrer sur les utilisatrices et utilisateurs, c'est-à-dire essentialiser les gens sur ce qu'ils peuvent avoir d'utile à l'industrie pour laquelle on travaille, mais on va s'intéresser aux personnes dans leur globalité. Et peut-être qu'il faut même encore pousser plus loin le truc. On va non plus dire qu'on fait du design centré utilisateur ou centré sur les personnes. En fait, non, il faut se centrer sur la planète, le vivant, et ce qui cherche à rester vivant, en fait. Et peut-être un dernier... Ouais. Et je reprends cette slide, parce que mon cas personnel, en fait, on s'en fout complètement, en fait, et c'est pas du tout intéressant. Il se trouve que la planète a déjà connu des petites alertes en permanence. Il y a 60% des vertébrés qui ont disparu dans les quelques dizaines d'années. Il y a la Californie qui brûle à un moment donné où il devrait quand même un peu flotter, même là-bas. Il y a des alertes en permanence, en fait. Il n'y a plus que, je pense, qu'une seule personne à la Maison-Blanche pour nier le dérèglement climatique. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave? Parce que pour l'instant, les petites alertes qu'on a eues ne nous a pas empêchés de continuer à vivre exactement comme avant, en fait. Qu'est-ce qui se passerait? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un événement beaucoup plus massif, un effondrement? Qu'est-ce qui se passerait pour nous après? J'ai pas de réponse à cette question. Par contre, j'espère vous avoir donné des éléments de réponse pour voir comment vous pouvez faire les choses. Les super-héros ne portent pas tous des capes. Et je pense que toutes et tous, vous avez la possibilité d'apporter des pièces pour savoir comment on peut repousser ces éléments difficiles ou continuer à construire quelque chose après. Voilà. Merci beaucoup. Quelques questions? Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, dis-moi. Bonsoir, j'ai une question un peu la plus politique. Quand on fait des projets, forcément on peut être soit avec une gouvernement ou avec une entreprise qui
C'est une excellente question. Je vais peut-être répéter la question pour la captation. La question, c'est comment on... Si je reformule bien, c'est comment envisager les lobbies et les instances politiques quand on fait du design. C'est très compliqué. J'ai vécu dans des sorte de haut et bas, parce que parfois j'ai bossé avec des gens avec qui j'étais d'accord politiquement et effroyablement contre sur la méthode. Une fois que je me rends compte que je bosse avec eux, je vois comment ils bossent. Et en extrapolant la vision du monde qu'ils pourraient avoir si l'ensemble de la société vivait comme le cabinet de la personne, j'ai pas super envie. J'ai bossé avec des gens pour qui c'était à l'opposé de ma vision du monde. Et les gens respectaient complètement le commun, la République. C'était vachement bien. Mais on faisait des choses qui étaient à l'opposé de ma vision du monde. C'est très compliqué. Je reste convaincu que tout est politique. Absolument tout est politique. Et dans notre quotidien, moi, j'ai essayé de trouver un équilibre entre payer le loyer, pragmatique, hein, payer le loyer, à manger, maintenant acheter des chaussures pour mon enfant toutes les 3 semaines, et être fidèle à mes idéaux. Sur certains clients, j'ai dû partir. Clairement. Sur certains clients, j'ai dû partir. C'est absolument insupportable. Pour les autres, on fait au mieux. Il y a toujours cette question de se dire c'est compliqué, mais si c'est pas moi qui fais une sorte de lobby intérieur contre les lobbies qui sont beaucoup plus puissants parce qu'ils ont de l'argent, personne ne va le faire. C'est épuisant, je n'ai pas forcément de réponse. Mais il faut continuer de le faire. Peut-être après, une des possibilités, c'est de créer autre chose. Un collectif comme Common Future. Non, mais la question politique, elle peut être très bien. Moi, c'est pas un chemin que je veux prendre, mais peut-être que tu pourrais te présenter. Toi, c'est le truc. En fait, c'est quelque chose qu'il faut pas éviter, quoi. On peut toujours avoir la possibilité de construire quelque chose et voir si quand on est en situation, on continue d'arriver à faire aussi bien. J'ai connu quand même pas mal de personnes qui ont fini un peu borderline sur ce qu'ils ont fait et qui étaient animés par une certaine sincérité. Ils voulaient vraiment faire des choses bien. Et il se trouve que la chronologie, le fait d'être pris dans un cycle d'élection et le temps est contraint, nos projets, on fait tous péter les deadlines de nos projets tout le temps. On a beau annoncer l'inverse, mais c'est pas ça. Quand tu as une élection, non, c'est tel jour, point. Le dimanche soir à 20h, c'est fini, quoi. Les gens ont voté et on compte et tu peux pas repousser. Et donc parfois, certains sont prêts à faire des choses qui sont un peu loin de leur vision du monde, parce qu'ils se disent, bon, je fais mal maintenant, mais c'est pour que ça soit plus facile après. Et c'est ce que font parfois quand on bosse avec des grands groupes. Il y a des gens très bien à l'intérieur, même dans des groupes qui sont le mal absolu, quoi. Il y a des gens très bien et qui sont dans le même truc en disant, ouais, mais en fait, si on pose ça, peut-être que ça permettra de faire ça et on va réfléchir un peu. La question, elle n'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. En fait, c'est une sorte de zone intermédiaire. C'est pas la lumière, l'obscurité, c'est une sorte de clair-obscur. Parfois avec plus de lumière et parfois un peu moins, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, mais... J'ai envie d'immersion et de bien comprendre le système chez un client. Du coup, c'est du temps passé, ouais. C'est de l'énergie. Comment, de manière concrète, toi, tu arrives à le faire passer, ce temps, ou de manière smart, le déclencher? Parce que voilà, c'est pas peut-être en une journée ou une petite réunion de kick-off que... C'est beaucoup par des temps informels. Je pense pas être le seul, mais la plupart de mes clients ne voulaient pas faire de recherche, parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire de recherche, parce qu'ils connaissaient leurs clients et leurs problématiques. Évidemment pas, parce que sinon il n'y aurait pas de problème, quoi. Personne ne veut faire ça, et en fait il faut le contraindre. C'est difficile souvent, mais parfois j'avais le sentiment d'avoir réussi, ce qui est quand même bien. C'est de les mettre devant le fait accompli, essayer de faire un peu de recherche à fond perdu en amont, pour mettre le doigt sur le truc qui va les contraindre à dire non, en fait, il y a un problème là. En fait. Là, c'est incohérent.
Là, entre le discours que vous me tenez et la réalité de votre client ou de votre produit actuel, c'est complètement incohérent en fait. J'essaye de les contraindre, de le mettre devant le fait accompli. Et à force d'être curieux, de discuter avec les gens, de poser des questions sur les trucs qu'on m'a dit de ne pas demander, de savoir avec qui bossent les autres personnes et voir comment ça peut finalement interagir, de mieux comprendre quelles sont les fonctions des personnes à l'intérieur des entreprises ou des organismes avec lesquels je bosse. On sent bien que tout le monde fait plein de trucs, il n'y a personne qui est dans un silo, tout le monde fait plein de trucs et on peut essayer de commencer à esquisser une discussion et voir de manière un peu informelle comment on peut commencer à tirer un fil. Par contre, jamais j'ai fait le tour du propriétaire avant de commencer à bosser. Alors, je pense que c'est même une vision assez peu efficiente de le faire. De comprendre l'intégralité d'un système avant de commencer à espérer peut-être agir. Une fois qu'on a fait ça, le système a changé. Et la donne, ça sert à rien, quoi. C'est juste mouvant. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas une recette magique. C'est une espérance plus. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, dis-moi. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt savoir comment et où tu places le temps en fait, là-dedans, parce que tu as dit également le système il est mouvant. Du coup, comment appréhender la notion de la valeur du temps dans cette réflexion? C'est désormais le point prioritaire. Moi, avant d'être designer, maintenant je suis papa. Et c'est pas anodin en fait, hein. C'est que je m'organise pour pouvoir, si nécessaire, emmener mon fils à l'école le matin, même si c'est souvent ma compagne qui est au fond qui le fait. Et le soir, c'est moi qui vais le chercher. Et le mercredi à midi, c'est pareil, quoi. Donc en fait, c'est ma priorité. Le temps exploitable, c'est le temps entre, en gros, 9h, le temps que je revienne de l'école, que j'arrive au boulot, et puis 17h, le moment où il faut absolument que je parte, quoi. Et donc le temps, c'est plus une notion extensive. Je fais au moins mal avec le temps nécessaire, et en mettant ces hard blocks, je suis contraint de faire le moins mal possible et le plus vite possible. Et avec les contraintes de temps des clients, eh ben j'accepte de prendre sur moi avec mon côté perfectionniste et me dire si c'est à peine médiocre, ben c'est peut-être le maximum que j'ai pu et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'utiliser plus de ressources que ça. Ça aurait été peut-être idéal d'utiliser plein de ressources, mais c'est un peu un parallèle avec les ressources fossiles ou l'énergie. On peut se dire que c'est vraiment super si on peut griller toute l'énergie qu'on peut et qu'on peut tirer du sol autant de trucs qu'on veut. C'est vachement bien. Ça serait mieux en fait. Parce que si on tire plus de métaux rares, on va pouvoir faire des trucs beaucoup plus intelligents, faire des batteries de véhicules électriques qui durent plus longtemps, ça peut être super. On n'a pas ça. Du coup, à un moment donné, la question, elle se pose plus. Et pour moi, en fait, la question du temps, à un moment donné, elle se pose plus, quoi. Enfin, c'est une contrainte, mais après, elle se pose plus. Parce que, clairement, je vais pas rester à bosser pour un client alors que mon fils, il est seul, il est tout seul à la garderie, quoi. Tu vois, c'est juste inenvisageable. J'aime bien les clients que je... Maintenant, je suis dans une boîte, mais j'ai encore des clients en freelance, je les aime bien mon boulot, je bosse dans une boîte qui est saine, qui est super. Mais la priorité, c'est plus ça, quoi. La priorité, c'est plus ça. C'est plus l'industrie, la priorité, quoi. Encore une fois, c'est personnel, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question, si quelqu'un Ah oui. Concernant les externalités dont tu parlais, quand tu conçois, est-ce que tu conçois de manière pessimiste en envisageant le pire et justement l'éviter? Disant je l'ai prévu, donc je vais pas faire comme ça. Ouais, je me souviens plus de la citation qui dit en gros je suis pessimiste par instinct ou optimiste par raison ou l'inverse, mais je pense que oui c'est ça en fait. J'essaye de voir systématiquement ce qui peut se passer. Vraiment. Je sais pas où on place la limite du pire parce que. Mais oui, j'essaye de savoir Oui, j'essaye vraiment d'anticiper ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui se passe si un des acteurs ou une des parties prenantes fait défaut, ou si une des ressources nécessaires au fonctionnement de ce que je conçois fait défaut. Tout le temps.
vraisemblablement, quand on conçoit un truc, il y aura toujours Internet, il y aura toujours une connexion Internet. Si on est dans le numérique, il y aura toujours une connexion Internet. Des fois, il n'y en a pas. Parce que ici, il y a la 3G, 4G. Peut-être que si on est au fond, là, je sais pas, peut-être qu'on... Je sais pas. Toujours quelque chose peut se passer, en fait. Donc, j'essaye pas de me dire qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de courant, plus d'électricité, que la moitié de mes clients ont disparu. Et peut-être qu'il faudrait que j'aille jusque-là. Mais j'essaye de voir, et il se trouve que depuis que j'essaye de faire ça, mes créations fonctionnent mieux. Parce que fort heureusement, on vit pas encore vraiment d'effondrement, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, mais en tout cas mes clients n'ont pas rencontré d'énormes difficultés. Par contre, plein de petites difficultés qui peuvent pourrir l'expérience utilisateur, ça arrive souvent, quoi. Et en anticipant, le système les absorbe de manière complètement transparente et tout le monde est content. Et voilà. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus pessimiste. Mais je reste viscéralement optimiste, en fait. C'est un peu la position qui est un peu paradoxale, quoi. C'est que en mettant l'énergie qu'il faut et l'intelligence qu'il faut, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut construire des choses merveilleuses, même dans des situations très compliquées. Donc d'un côté, tu as un regard qui est négatif en disant il faut penser au pire, et ça me permet d'anticiper des choses, et puis au quotidien, c'est peut-être un peu difficile de vivre avec moi qui anticipe plein de trucs, mais après, quand tu utilises les choses, ben en fait c'est super bien, et ça te met dans une situation à l'opposé de la frustration, et donc c'est dans un état très positif, quoi. Schizophrène. Peut-être que c'est au designer de prendre la charge mentale de la difficulté pour que d'autres soient plus tranquilles. Ça va. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je passe la main et le micro hop, à Emmanuel. Magnifique. Alors, moi je suis Emmanuel Laurent, je me définis comme ingénieur maker et un de mes axes de travail en fait, c'est de rendre l'énergie concrète, de la rendre en fait beaucoup plus visible. L'énergie c'est un truc qu'en fait on a autour de nous en permanence, surtout dans nos sociétés occidentales, et en fait qui est difficile à percevoir, qui est difficile à appréhender. Donc moi je m'amuse à la rendre concrète, pour mieux faire comprendre en fait l'importance que ça a et puis les enjeux qui se cachent derrière. Et je le fais de manière plutôt ludique, visuelle, tactile, et pas avec une vision d'ingénieur en fait. Voilà, donc là je vais vous parler un peu plus de low-tech et ce qu'on m'a demandé, ce que Thomas m'a demandé en m'invitant à venir ce soir, c'était d'expliquer un peu plus ce que c'est que des low-tech en termes techniques et puis de donner des exemples. Donc je vais essayer de faire ça durant une petite présentation. Hop, la zapette elle est là. Et ça marche comme ça. Ça c'est une courbe que vous avez dû, je pense, nécessairement voir. C'est une courbe qui montre la quantité de carbone qu'on a émis dans l'atmosphère au fur et à mesure du temps. Donc ce qu'on voit, en fait, cette courbe elle a deux caractéristiques. Elle a commencé très doucement depuis les quelques centaines d'années. Et puis, il y a à peu près 50, 60 ans, on a commencé à avoir une accélération très très brusque de ce taux de carbone. Et en fait, on le sait qu'il allait se passer ça depuis à peu près 50, 60 ans. On sait que ça allait arriver, mais sauf qu'on s'en est pas vraiment préoccupé. Et on commence à percevoir très très concrètement maintenant des problématiques qui sont liées à ce taux de carbone de l'atmosphère. Et c'est des problématiques de changement climatique, d'inondation, ce qu'on peut voir en Californie par exemple en ce moment avec les incendies, des inondations très locales mais en fait qui sont très dévastatrices. Et en fait, ce que les scientifiques ont
prédisent, déjà depuis un petit bout de temps, c'est qu'en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est juste un avant-goût de ce qui va se passer plus tard. C'est juste un petit détail, en fait, aujourd'hui. Ça risque de s'aggraver. Alors, il y a une autre problématique qui est en train de se poser. La courbe n'est pas super belle à l'écran, c'est pas grave. En fait, ça, c'est la consommation de différents types de pétrole ou de différents types de ressources pétrolières, comme le gaz. Et en fait, on a à peu près la même forme que la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit au début où on avait des consommations qui étaient relativement faibles, et puis à partir de 1950, la consommation elle a augmenté très très fortement. Et puis actuellement, on est par là. Et en fait, ce qu'on sait aussi par des études scientifiques et par des modélisations, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir continuer à augmenter la consommation de pétrole, tout simplement parce qu'en fait, le pétrole, il est dans le sol. C'est une ressource physique qui ne se crée pas, qui a été créée il y a des millions d'années. Et cette ressource, elle est là. Et en fait, on commence à arriver au bout des ressources. Alors, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de pétrole demain, c'est qu'il y en aura moins, il sera plus difficile à extraire, donc en fait, il sera plus cher. Il sera plus difficile à utiliser. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le pétrole et toutes les ressources fossiles, en fait, sont des ressources qui sont très très peu chères par rapport en fait aux services rendus, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on peut faire avec, notamment tous les matériaux plastiques qu'on peut faire avec, tous les matériaux de synthèse. En fait, aujourd'hui, c'est extraordinaire et c'est pas cher du tout. Donc en fait, dans les années qui vont venir, ça va commencer à augmenter très sérieusement. Ce que vous savez peut-être un peu moins, alors la courbe n'est pas belle et je m'en excuse, c'est qu'en fait, on a la même problématique sur les métaux. Les métaux, on les extrait du sol. Les métaux, c'est comme le pétrole, ils ne sont pas créés. Ils ont été créés il y a des millions d'années. Donc en fait, ce qu'on a dans le sol, c'est un stock. On est en train de puiser dedans. Et ça ne va jamais se recréer avant des millions d'années. Et en fait, il va se passer la même chose que pour le pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, on creuse, on creuse, on creuse. Au début, c'est facile. Et puis au bout d'un moment, ça devient un peu plus compliqué parce que c'est plus profond, parce que c'est moins dense, parce que c'est des minerais qui sont moins purs. Et donc, ça va devenir aussi plus cher. Ça va devenir plus complexe de les obtenir. Et en fait, l'échelle de temps qu'il faut garder en tête, c'est que ça va commencer à vraiment poser des problèmes. C'est pas dans un siècle. En fait, c'est plutôt à l'échelle de 20 ou 30 ans. Et en fait, on a déjà des problématiques maintenant. Sur des métaux comme le cuivre ou d'autres métaux qui sont compliqués à aller chercher. Alors tout ça pour dire que depuis 1950-1960, on a commencé à avoir accès à beaucoup d'énergie, à beaucoup de matériaux, et comme par hasard, et en fait c'est pas un hasard, c'est qu'en fait ça correspond au moment où on a eu accès à des technologies high-tech, énormément de confort de vie, on a augmenté notre niveau de vie. Et c'était plutôt bien au début apparemment, moi je ne l'ai pas vécu mais c'était plutôt intéressant, plutôt confortable, on a eu accès à énormément de services et fatalement si on a accès à moins d'énergie ou du moins une énergie chère et si on a accès à moins de métaux, moins de matériaux, en fait on ne va pas pouvoir continuer comme ça, il va forcément falloir changer quelque chose. Et comme dit certains auteurs comme Jean-Marc Jancovici, c'est que si on n'essaie pas de le faire de façon raisonnée, de façon consciente, de façon voulue, en fait, ça sera forcé. Donc en fait, de gré ou de force, il va falloir qu'on change les choses, il va falloir qu'on passe à d'autres solutions. La partie low-tech, l'utilisation des low-tech, c'est pas une solution miracle, c'est pas la seule solution, c'est en tout cas un élément dans l'ensemble de la démarche. Là, je vais parler un peu plus de ce que c'est qu'une low-tech, ce que c'est que des low-tech. C'est un peu difficile à définir, il y a une définition multiple. En tout cas, j'ai mis quelques éléments là-dessus. Alors, en fait, on peut prendre des technologies, on peut prendre des utilisations, des services, et on peut s'interroger, est-ce que c'est une low-tech ou est-ce que c'est pas une low-tech? Alors, je le fais sous forme de questions. En fait, on peut se demander simplement, est-ce que c'est réellement utile? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est pas un objet ou une technologie en fait qui est plus là pour le fun, pour simplement le plaisir de le faire, et puis en fait ça n'a pas vraiment d'utilité autre que le simple plaisir de le faire. Et en ce moment, ces dernières années dans nos sociétés, on est quand même assez fort pour créer des choses qui servent pas à grand chose. On pourrait peut-être se poser la question.
Donc voilà, ça c'est la question, le côté est-ce que c'est vraiment un besoin qui nous concerne. Ensuite, une low-tech, comme le nom l'indique bien, en fait, ça fait appel à moins de technologie. C'est vraiment le mot a été forgé par opposition à high-tech. C'est-à-dire moins en fait de matériaux, moins d'électronique, moins de complexité. Donc c'est pas, voilà, c'est un guide en fait pour savoir si c'est une low-tech ou pas et si ça vaut le coup en fait d'être poursuivi. Ensuite, dans ce que Thomas et Marie-Cécile vous avez décrit, il y a aussi l'idée de poursuivre une planète habitable, enfin de poursuivre un monde qui soit habitable. Donc en fait, le terme qu'on utilise aussi beaucoup en ingénierie, c'est est-ce que c'est soutenable ? Il y a différents axes en fait pour explorer ça. C'est minimiser les quantités d'énergie qui sont utilisées pour produire un objet, pour produire une technologie et aussi pour l'utiliser au quotidien. C'est minimiser aussi les ressources, donc les matériaux, que ce soit des matériaux métalliques, des matériaux même biologiques, des matériaux qu'on va aller extraire du sol. Est-ce que c'est basé sur des ressources qui sont renouvelables, c'est-à-dire des ressources comme par exemple le bois. C'est des ressources qui vont constamment se renouveler sous réserve qu'on conserve l'environnement nécessaire pour les produire. Est-ce que c'est recyclable? Est-ce que c'est réparable? Et ensuite, on peut aussi s'intéresser, ça a été abordé tout à l'heure, on peut aussi s'intéresser aux coûts cachés qu'il y a dans cette technologie. Donc c'est les externalités dont tu parlais, c'est un peu la même vision. Et puis on peut regarder les impacts sociétaux. On peut avoir accès à des technologies qui sont très intéressantes, mais si derrière ça fait travailler d'autres populations dans des conditions qui ne sont pas humainement acceptables, c'est pas forcément non plus très soutenable comme développement. Et une troisième question, c'est est-ce que ça nous rend plus résilients, plus autonomes? Alors ce que je mettrais comme tag, un petit peu comme terme, c'est est-ce que c'est une technologie simple, une technologie qu'on va facilement comprendre, ça peut nous aider à comprendre, ça peut nous aider à appréhender l'usage qu'on va en avoir. Si on prend une technologie qui consomme de l'énergie pour fonctionner, on peut prendre par exemple une voiture, est-ce que si on comprend en fait la consommation d'énergie de cette voiture, peut-être qu'on aura un usage plus raisonné de cette technologie. Et on peut en fait l'adapter à toutes sortes de technologies. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt accès, les objets qu'on utilise, on a plutôt accès à des boîtes noires, des choses, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, donc en fait, on ne se rend pas compte de ce qui est consommé, en fait, on a plutôt tendance à nous cacher ça, je pense, en tout cas, à pas le rendre visible. Et puis, ensuite, il y a le côté systémique. C'est en fait, si on est dans une société, il y a des impacts en fait sur le fonctionnement de la société. Donc ça vaudrait le coup, pour être résilient, pour être autonome, de s'intéresser en fait à tous ces impacts-là. Voilà. Alors ces différents éléments, je les extrais d'un document qui a été produit par la Fabrique écologique. C'est une note qui tente de définir ce que c'est que des low-tech. Et c'est une note qui est déjà publique, mais qui est encore amendable en fait, sous la forme de commentaires ou sous la forme de posts que vous pouvez faire directement sur le site web. Donc à la fin du document, il y a l'adresse web pour aller chercher la note. Alors j'ai pris quelques exemples en fait de low-tech. Et puis je vais un peu vous détailler en fait ce qui se pratique. Alors c'est vraiment que des exemples, c'est pas des généralités. Ça c'est le frigo du désert. En fait c'est un frigo qui marche sans électricité et qui n'a pas les mêmes fonctions qu'un frigo traditionnel, mais qui permet en fait de conserver des aliments, notamment des fruits et des légumes, permet de baisser en fait la température et qui marche par évaporation de l'eau. Et qui se fait, en fait, en pratique, ça se fait avec des poteries, avec du sable qu'on humidifie. Et cette technologie-là, elle est connue depuis assez longtemps dans les pays très secs, dans les déserts notamment, c'est pour ça que ça s'appelle le frigo du désert. Et c'est une technologie qui marche bien en fait pour conserver sous ces climats-là, mais qui marche un peu moins bien sous nos climats, parce qu'en fait, on n'a pas des climats suffisamment secs. Même en été, c'est un peu limite, mais qui fonctionne quand même.
Et en fait, on pourrait imaginer retravailler un petit peu ces concepts-là pour les adapter sous nos climats, sous nos latitudes, et aussi pour rendre un usage un peu plus simple en fait, notamment dans notre société en fait, parce que là, par exemple, il faut alimenter en eau, il faut réhumidifier le sable très régulièrement, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par jour, et c'est pas forcément compatible avec nos modes de vie. Donc il y a peut-être un peu de travail de design à faire de ce côté-là, tout en conservant la simplicité du système. Alors ça c'est le principe. Alors ça par exemple c'est le même système que tout à l'heure, mais en version high-tech. J'ai découvert ça il y a quelques semaines. En fait c'est le même principe de fonctionnement, sauf que c'est pas du tout fait en termes recyclables ou en termes soutenables. C'est-à-dire c'est blindé de plastique, polystyrène. Je pense que je ne sais même pas s'il y a du métal dedans. Voilà, mais ça c'est un exemple en fait d'adaptation d'un principe qui à la base est soutenable dans un principe qui n'est pas du tout soutenable. Ensuite, un objet qu'on connaît tous, en fait, c'est la machine à laver. Si on veut tendre vers un objet low-tech, on pourrait imaginer déjà simplifier un petit peu la machine à laver, enfin enlever de l'électronique avec tous les programmes automatiques pour aller faire du linge super doux, machin. On pourrait aussi avoir une consommation énergétique un petit peu plus faible. Voilà, on peut commencer à faire ça. Mais ça, en fait, c'est plus de l'optimisation énergétique ou d'optimisation dans les matériaux que vraiment tendre vers du low-tech. Si on veut tendre vers du low-tech, on peut faire une machine qui est un projet qui existe, en fait, qui s'appelle l'increvable. Et en fait, le but du jeu, le but de la personne qui a conçu cette machine, c'est de faire une machine à laver dont toutes les parties sont remplaçables. Et en fait, son but, c'est que la machine à laver dure au moins 50 ans. Alors ça pose plein de problématiques d'ingénierie parce que sur 50 ans, en tout cas avec nos modes de fonctionnement d'aujourd'hui, les technologies elles changent. Trouver des pièces détachées qu'on va retrouver 50 ans plus tard, aujourd'hui c'est carrément impossible. Ça veut dire que les standards en fait vont changer, les standards de visserie par exemple, très basiquement vont changer, les moteurs vont plus être les mêmes, les courroies vont plus être les mêmes, enfin voilà, c'est l'enfer. Donc en fait, lui il a pris la démarche de tout regarder, toutes les pièces en fait, pour faire en sorte que ça soit réparable et que le système, en fait, dans 50 ans, on puisse continuer à l'utiliser. Et en fait, c'est un énorme problème. En termes de management industriel, en termes d'organisation, en termes de logistique, c'est un problème tout simplement énorme. Voilà. Mais ça, on commence déjà à aller vers du low-tech parce qu'en fait, on a quelque chose qui est réparable dans le long terme. Puis on peut pousser le truc un petit peu plus loin. En imaginant, en reposant complètement le concept du machine à laver, c'est-à-dire pas en conservant la machine à laver avec un moteur, un programme, un tambour, un système automatique, mais faire carrément la machine à laver à pédale. Donc on n'a même plus de moteur, on fait ça avec que de la pièce de récupération. On travaille nous-mêmes en fait pour faire fonctionner les machines à laver. Et ça c'est une machine auquel j'ai participé un petit peu sur la conception, en tout cas sur le principe de fonctionnement. Et qui fonctionne très bien. Et c'est très agréable en fait de faire sa machine quand on est dehors et quand on a un bel environnement en fait. On prend 1 heure pour faire ça, on peut lire un bouquin en même temps. Et finalement ça ajoute en fait du plaisir à faire sa machine. Par contre, il y a un gros travail de design à faire pour faire en sorte qu'elle soit plus acceptable en fait par tout un chacun. Un autre exemple en fait de low-tech, c'est le mixeur qui sert à faire des smoothies ou des soupes. Et en fait, on peut tout à fait, ça marche extrêmement bien, on peut tout à fait le monter sur un vélo statique, un vélo d'appartement, et puis pédaler pour faire sa soupe ou son smoothie. Et ça, ça marche aussi rapidement que de faire une soupe normale avec le mixeur. Et il y a le collectif BAM, c'est un collectif de designers, a poussé la chose un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, quand on prend ce système-là et qu'on veut le mettre dans une cuisine, ça prend un peu de place. C'est pas très simple. Donc en fait, ils ont travaillé sur une intégration du système, quelque chose qui soit plus facile à intégrer dans une cuisine. Donc là, en fait, on a un système de pédalier qui se trouve au pied, un peu comme les machines à coudre d'il y a 50 ans, qui fait tourner un volant et qui fait tourner. Là, c'est un fouet, mais en fait, on pourrait mettre un blender, ça marchera de la même façon.
voilà, ça c'est un zoom sur la partie pédalier. Et là encore, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un travail de design à faire pour passer en fait du vélo tel qu'on l'a sur cette photo, qui va être difficile en fait à utiliser dans un environnement classique, à quelque chose comme ça qui est déjà plus compact, plus intégré. Et je pense qu'il y a encore en fait beaucoup d'autres solutions à trouver pour faire que ce soit plus facile à utiliser et puis plus accepté en fait par les personnes. Hop. Et là c'est un dernier exemple, c'est le poêle à bois, le poêle où on met des bûches en fait pour se chauffer. Donc ça c'est un truc qui existe et qui est développé, qui fonctionne bien. Et qui est peut-être pas complètement low-tech parce qu'en fait on a aussi pas mal de systèmes pour réguler la température, pour automatiser la combustion. On a parfois aussi une alimentation automatique quand on utilise des pellets. Donc ça utilise des ressources renouvelables en partie, mais en fait c'est pas complètement low-tech. Et en fait on peut pousser le truc un petit peu plus loin en utilisant une technologie qui s'appelle le rocket stove. Alors en fait c'est un poêle à bois. Le bois il se met dans la trappe qui est à ce niveau-là. Et le bidon qui est complètement sur la gauche là, en fait c'est la partie qui chauffe et qui rayonne, et qui chauffe en fait l'ensemble de la pièce. Et puis ce qui est encore plus fun, c'est que les fumées elles circulent dans le banc qui est ici, elles remontent dans le tuyau. Donc en fait le banc il est chauffant. Donc ça c'est carrément royal. Et puis ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que c'est fait avec un fût métallique, c'est les fûts de 200 litres où on met du pétrole dedans. Et puis c'est fait avec des briques réfractaires, de l'argile, de la paille, des gros blocs de pierre pour stocker la chaleur dans le banc, et puis un tuyau pour évacuer les fumées. Enfin c'est un système qui est extrêmement simple, qui chauffe tout à fait comme un poêle en fait, comme un poêle à bois classique, et qui peut être construit par tout le monde. Enfin, c'est assez simple à construire en respectant quelques règles. Et puis en plus, on est capable de faire des formes qui s'intègrent bien dans un habitat, enfin, qui sont agréables à l'œil, agréables au toucher, qui favorisent en fait la diffusion de ce système. Et ce système-là, ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est la façon dont c'est diffusé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas d'artisans qui viennent construire et installer ce système chez soi en fait. Mais c'est en fait les gens qui auto-construisent le système en s'appuyant sur des documentations partagées sur internet, des documentations en open source. Il y a des réseaux en fait pour apprendre toutes les petites astuces ou partager des trucs pour avoir des systèmes qui fonctionnent mieux ou qui soient plus esthétiques. Donc en fait il y a un mode de diffusion de cette solution, de cette technologie qui est à regarder et qui pourrait peut-être être utilisé pour d'autres systèmes. Aussi, alors c'est vrai qu'il y a en fait c'est un principe qui a été développé il y a 20 ou 30 ans et qui en fait met en œuvre une double combustion au niveau du bois, ce qui permet en fait d'avoir une efficacité de combustion qui est aussi bien que les bons poêles à bois, voire meilleure. Et en plus, donc en fait on a une double combustion, on utilise de façon très efficace le bois qui est brûlé. Et en plus, on émet très peu de pollution, très peu de particules. Voilà. Alors, tout ça, en fait, pour dire que, puisque en fait, vous êtes des designers, ce qui me paraît important, c'est de faire en sorte que les objets qu'on a là, il y en a certains qui ne sont pas forcément très esthétiques ou très agréables, en fait. Et si on veut qu'en fait, ces technologies qui aujourd'hui sont utilisées de façon très très marginale, si on veut qu'elles soient utilisées de façon beaucoup plus massive dans la société, en particulier, il y a un travail de design à faire dessus pour que ce soit beaucoup plus accepté par les personnes en fait, et faire en sorte qu'en fait ils aient envie d'avoir ces objets chez eux plutôt que de les subir. Donc là en fait c'est votre boulot. Et pour finir, moi les low-tech c'est un sujet qui m'intéresse depuis un petit bout de temps. Je pratique de fait, en fait, j'utilise les low-tech et j'en produis. Et j'ai initié très récemment, en fait, à la mine, l'idée d'avoir un laboratoire, donc un endroit en fait, où on pourrait fabriquer des low-tech, les expérimenter avec des moyens de mesure qui vont rester pour l'instant assez simples. Mais l'idée, c'est de commencer en fait, d'avoir un lieu physique d'expérimentation. Et ça va se situer à la mine, donc là où il y a une prochaine rencontre Common Future.
Et je propose un apéro le 10 décembre à 19h30 à la mine, en fait, pour échanger sur le sujet, voilà, expliquer un petit peu plus comment ça va fonctionner, puis discuter de quel genre de projet vous aurez envie de voir au niveau de la mine, enfin au niveau de ce laboratoire, et comment est-ce qu'on peut orienter le projet. Ou au local de la Soudé. Mais à la mine, non? Ah d'accord, bon, on se recalera alors. Ouais. Enfin voilà, retenez la date et sinon, en fait, consultez le site web de la mine, il y aura toutes les informations pratiques. Voilà, si vous voulez me contacter. Et puis ça, c'est l'adresse pour retrouver le pad que je viens de diffuser. C'est ici. Voilà. Merci. Bonjour, bonsoir. Je sais pas pourquoi je suis là. Non, enfin, je veux dire, c'est bizarre. Je suis comédien, je fais un spectacle et enfin, en même temps, si je comprends bien pourquoi je suis là, c'est un spectacle. Je vous raconte l'histoire. Comment on est parti de faire ce spectacle? On est parti sur le progrès. On voulait écrire quelque chose sur le progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès? En quoi c'est une grosse arnaque en fait? Pourquoi le progrès c'est pas un progrès en fait? Pour qu'on s'est fait avoir là depuis quelques années. Et en commençant à réfléchir sur ce spectacle et en se disant ah bah oui il y a ça, on a lu, on a commencé c'est un texte qui est écrit par un auteur qui travaille avec nous et du coup on écrit le texte nous-mêmes et on n'avait pas envie de raconter n'importe, enfin on est là pour que les gens se marrent et qu'on passe un bon moment. Mais on n'avait pas envie que les gens sortent du spectacle juste en ayant rigolé un bon moment, parce qu'on avait fait des blagues sur le progrès. Donc on a commencé par lire plein de choses, notamment, là on vient de parler d'Elotech, donc Philippe Biwix, on a lu Jean Covici, on a écouté, on a, je sais plus, Bernard Stiegler, toutes les théories sur l'effondrement, Pablo Servigne, toutes ces choses-là. Et puis à force de lire, on se dit, mais en fait, on va faire un spectacle sur un constat avec lequel tout le monde est d'accord. C'est peut-être pas très intéressant voilà, si c'est pour dire tout ce que tout le monde sait déjà, ça vaut pas le coup. Donc peut-être on va faire un spectacle sur qu'est-ce qu'on peut faire, enfin les solutions. Donc on commence à chercher des solutions, qu'est-ce qui existe. Puis en fait on se rend compte que les solutions, elles existent, elles sont là, il n'y a pas besoin de trouver les solutions en fait, il y a juste à s'en servir, à les prendre et puis à les mettre en place. Donc on est là, alors c'est pas un spectacle sur le constat, c'est pas un spectacle sur les solutions, mais en même temps si on est d'accord sur le constat, si on connaît les solutions, pourquoi on le fait pas en fait? Où est le problème quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est pas mis en place? Donc voilà, on en est là. Le spectacle c'est ça, c'est pourquoi on le fait pas. Donc c'est 6 personnes qui s'enferment. Donc il y a dans les personnages qu'on s'est créés, il y a des ingénieurs, des architectes, il y a une nana qui bossait pour une ONG, il y en a une qui revient d'une ZAD. Voilà, et ces gens sont là, ils disent il y a un problème, on va droit dans le mur, s'il y a un problème, il y a forcément une solution, il n'y a pas de raison qu'on ne la trouve pas, donc on s'enferme et on trouve la solution à tous les problèmes de la planète pour que d'ici un an, tout ait changé, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc, en faisant ça, on se dit, en fait, il faut aussi, c'est super de faire le spectacle, mais nous, la grosse frustration des comédiens, des metteurs en scène, c'est de se dire, en fait, on va faire un spectacle, ça dure 1h30, et en 1h30, on peut pas résumer tout ce qu'il y a d'intéressant et tout ce qu'il y a d'intelligent. Nous, on fait juste voilà, on va passer un bon moment, mais au niveau de la pensée, c'est zéro presque, et du coup, il y a une énorme frustration là-dessus. Et à l'inverse, quand on a rencontré des chercheurs, des penseurs qui nous parlaient de leur travail, qui nous disaient « Non, mais c'est génial, faites un spectacle là-dessus, parce que nous, les gens viennent à nos conférences, mais c'est chiant, quoi, on s'emmerde. Au moins, là, ils se marrent, vous les mettez dans le sujet, et même si ça va pas aussi loin que nous, ce qu'on peut raconter sur notre sujet, et en fait, ce qui nous manque maintenant, nous, de là où on en est, c'est faire les liens, quoi, faire les ponts. Donc, c'est super que je me retrouve là. Merci beaucoup de l'invitation.